Alors, maintenant, on va passer, on lance une série de documentaires qu'on va appeler Révélation en pluriel. Là, c'est le premier épisode et on va parler des barons voleurs. Parce que ça fait un moment qu'on parle de sujets de complot, etc., etc. On nous prend un petit peu pour des cons et pour des fous. Ok. Là, on a décidé de faire les choses différemment. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent sur le net à propos de l'histoire de l'État profond, etc., etc. Moi-même, j'ai déjà fait plusieurs fois des résumés de comment ça a été créé à travers le système bancaire, etc. Blablabla. Mais le truc, c'est que c'est bien tout ça, mais il faut des éléments concrets. Donc, ce que j'ai fait cette fois, c'est aller chercher des éléments concrets. Puis on fera des épisodes, hein, ce sera moi, hein, Rudy, et puis on verra après comment on avance. Mais là, je crois qu'on a mis la main sur quelque chose grâce à un documentaire. Ce documentaire nous a juste mis sur les pistes et on a creusé derrière et on a trouvé. Vous allez comprendre. Donc, là, cette fois, on va parler des barons voleurs qui sont ceux qui nous accompagnent de là où nous sommes jusqu'à l'entrée du terrier de lapin. D'accord? C'est la première étape. Et une fois à l'entrée du terrier de lapin, ceux qui décident d'entrer dedans, je vous dis, vous ne verrez plus le monde de la même façon. Donc, beaucoup parmi vous le savent déjà, mais ils n'ont pas vraiment les mots pour mettre dessus. D'accord? Vous allez comprendre qu'il existe une force, ça fait un moment qu'elle veut mettre la main sur le pouvoir mondial et actuellement, elle semble l'avoir mis, mais elle semble aussi être en train de le perdre. C'est ça qui est intéressant. Donc, on va commencer avec ce petit texte qui dit « L'histoire qui va suivre est une vraie histoire contenant uniquement des faits historiques. Il n'y a pas d'hypothèse, de machin avec les si on referait le monde et si ma grand-mère... Voilà, bon, bref. Donc, les barons voleurs. Les barons voleurs est un terme péjoratif de critique sociale appliqué à l'origine de certains hommes d'affaires américains riches et puissants du 19e siècle. L'expression est apparue dès le numéro d'août 1870 du magazine The Atlantic Monthly. À la fin du 19e siècle, le terme était généralement appliqué aux hommes d'affaires qui avaient recours à des pratiques d'exploitation pour amasser leurs richesses, notamment en exerçant un contrôle sur les ressources naturelles, en influençant les hautes sphères du gouvernement, en payant des salaires de subsistance, en écrasant la concurrence par l'acquisition de leurs concurrents afin de créer des monopoles et d'augmenter les prix, et en organisant la vente d'actions à des prix gonflés à des investisseurs peu méfiants. Ça vous rappelle quelque chose tout ça? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Là, on parle de 1870 et même avant, c'est toujours là ce truc. Et pas seulement c'est toujours là, mais ça a été carrément légalisé. C'est devenu Je sais pas, la base. Je pense à Bill Gates, moi, là, tout de suite. Là. C'est Bill la tête Gates, de Bill Gates. c'est un clown. Bill Gates, c'est une façade. Une façade. Vous allez comprendre. Des trucs comme Alors, ça. le terme combine le sens de criminel, donc robber, qui veut dire voleur, et d'aristocrate illégitime, parce que apparemment un baron est un rôle illégitime dans une république. Là, vous avez cette image qui est une représentation d'une entreprise commerciale acquisitive et manipulatrice. Donc, c'est Standard Oil, c'est l'entreprise de Rockefeller, ok? Comme une pieuvre toute puissante. Observez bien la pieuvre. La pieuvre, elle a pris les maisons blanches, les maisons des États, elle a pris le Capitole, elle a pris la Maison Blanche, elle a pris aussi les gouvernements et les marchés. Et ça s'appelle Standard Oil. Et c'est l'industrie SO, de... pour SO en voilà. France, SO. 1904, c'était déjà un problème et il te disait Standard Oil, un des géants qui a mis la main à la Maison Blanche, au Capitole et aussi au marché. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Écoutez bien. Le terme de baron voleur dérivait de Raubritter, n'est-ce pas? Ça veut dire chevalier voleur. Les seigneurs allemands médiévaux qui percevaient des péages illégaux
non autorisés par l'empereur du Saint-Empire romain sur les routes primitives traversant leurs terres ou des péages plus importants le long du Rhin. Donc c'est de là où ça vient. C'est en Allemagne, il y avait des barons, d'accord, qui étaient, c'était des voleurs. Voilà, ils profitaient du fait que l'Empire romain, il commençait à perdre le pouvoir et eux, ils commençaient à faire tout ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient aucun contrôle en face. Et donc, ils ont commencé à partir en vrille en termes de façon d'exploiter leur position, en fait, et d'exploiter les gens qui les entourent. Et c'est dans ces endroits-là qu'on a vu, et dans ces endroits et parmi ces cercles-là, qu'on a vu la naissance d'une famille. Une certaine famille que tout le monde connaît aujourd'hui. Des boucliers rouges. Voilà. Alors, la métaphore est apparue dès le 9 février 1859 lorsque le New York Times l'a utilisée pour caractériser les pratiques commerciales de Cornelius Vanderbilt. Selon l'histoire T.J. Steele, cette métaphore évoque des monopoles titanesques qui écrasent les concurrents, truquent les marchés et corrompent les gouvernements. Ça vous rappelle quelque chose? La légende veut que dans leur avidité et leur puissance, ils aient exercé leur emprise sur une démocratie impuissante. Ça vous rappelle quelque chose? Les caricaturistes hostiles pourraient habiller les contrevenants de vêtements royaux pour souligner l'offense faite à la démocratie. Donc là, devinez quoi? J'ai été vous chercher l'article en question, en fait, parce que c'est ça que j'ai fait. Je suis allé trouver toutes sortes d'archives sur Internet pour trouver les articles en question. Et j'ai commencé à lire les journaux des années 1850, 1860. Mais vous n'avez aucune idée comment le monde était perçu différemment à l'époque. Rien à voir avec ce qu'on nous dit aujourd'hui de ce qui était à l'époque. Donc là, vous avez New York Times qui vous parle exactement de ça et qui vous parle de ce gars-là qui avait un monopole et qui profitait de sa position pour vider les poches des pauvres personnes, en fait. Et en le faisant, il augmentait son pouvoir. Dans son ouvrage de 1934 intitulé « Les barons voleurs », etc., Matthew Josephson affirme que les industriels appelés Robert Baron ont un héritage complexe dans l'histoire de la vie économique et sociale américaine. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ce groupe de personnes. Dans l'avant-propos original du livre, il affirme que les barons voleurs ont joué plus ou moins sciemment les premiers rôles à l'ère de la révolution industrielle. Rien que ça. Même leurs querelles, leurs intrigues et leurs mésaventures, trop souvent considérées comme purement divertissantes ou pittoresques, font partie du mécanisme de notre histoire. Sous leurs mains, la rénovation de notre vie économique s'est poursuivie sans relâche. La production à grande échelle a remplacé le mode de production dispersé et décentralisé. Les entreprises industrielles sont devenues plus concentrées, plus efficaces sur le plan technique et socialement coopératives, alors qu'elles étaient jusqu'alors purement individualistes et lamentablement gaspilleuses, si on veut. Mais tous ces efforts révolutionnaires sont marqués du sceau du profit privé de la part des nouveaux capitaines d'industrie. Organiser et exploiter les ressources d'une nation sur une échelle gigantesque, enrégimenter ses fermiers et ses ouvriers encore harmonieux de producteurs et le faire uniquement au nom d'un appétit incontrôlé pour le profit privé. Voilà certainement la grande contradiction inhérente d'où ont découlé tant de désastres, d'outrages et de misère. Et en fait, ça, c'est littéralement ce qu'ils appellent aujourd'hui la base du système actuel. C'est-à-dire, ils te disent que c'est l'avidité de l'individu qui a poussé la civilisation vers l'avant. C'est parce que certains ont voulu avoir plus qu'ils ont poussé pour avoir plus et en le faisant, ils ont emmené avec l'évolution technologique, l'évolution médicale, etc., etc. Or, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Je vous ai mis un lien ici pour le bouquin que vous pouvez télécharger gratuitement. Il faut s'inscrire sur ce site, mais il le propose pour le louer gratuitement, mais vous pouvez avoir accès. C'est vraiment fou. J'ai lu quelques extraits. Ah, le monde était très différent comme on le voyait à l'époque. Aujourd'hui, on vit dans le monde des bisounours, ça c'est clair. Alors, l'historien américain Matthew Josephson a popularisé le terme pendant la Grande Dépression dans son livre publié en 1934. Selon lui, à l'instar des princes allemands du Moyen Âge,
les grands hommes d'affaires américains avaient amassé d'énormes fortunes de manière immorale, contraire à l'éthique et injuste. Ce thème était populaire pendant la Grande Dépression des années 1930, lorsque le public exprimait souvent son mépris pour les grandes entreprises. L'historien Steve Fraser note que l'humeur était nettement hostile aux grandes entreprises. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que si aujourd'hui, tout est devenu plus compliqué à prouver, c'est-à-dire si on parle de les Rothschild contrôlent tout, vas-y, prouve-le. Et c'est compliqué. C'est faisable, comme on va voir ici, mais c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? C'est parce qu'à l'époque, les barons voleurs, ils ont tellement abusé que la population s'est tournée contre eux. À partir de là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à utiliser des interfaces, des marionnettes, des avatars. On va voir un peu plus tard quand on parle de JP Morgan. JP Morgan, qui était considéré comme un des hommes les plus riches du monde, on a appris quand il est mort qu'il n'avait pas grand-chose. Mais d'où venaient du coup les richesses qu'il contrôlait? Aujourd'hui, on pourrait prendre l'exemple, vous savez, les trois fameuses entreprises. Tu citais BlackRock, on a aussi Vanguard et State Street. Donc si BlackRock, on a une idée un petit peu de qui c'est qu'il y a derrière, c'est vrai que Vanguard, par exemple, c'est très compliqué de savoir qui sont les actionnaires d'une entreprise comme Vanguard. Et pourtant, Vanguard possède, en gros, un tiers de la planète, au bas mot. Et il n'y a pas moyen de mettre un nom sur les actionnaires qui sont là derrière. Et c'est un petit peu ce mécanisme que tu es en train de décrire. Ils ont compris qu'il fallait agir dans l'ombre et dans l'opacité la plus totale. Ouais. Alors, les biographies de Mellon, Carnegie et Rockefeller étaient souvent empreintes de censure morale, avertissant que les Tories de l'industrie constituaient une menace pour la démocratie et que le parasitisme, la prétention aristocratique et la tyrannie étaient une conséquence inévitable de la concentration des richesses, qu'elles soient accumulées de manière dynastique ou de manière plus impersonnelle par des sociétés sans visage. Cette érudition et la persuasion culturelle dont elle était l'expression s'appuyait sur un sentiment profondément enraciné, en partie religieux et en partie égalitaire et démocratique, une sensibilité qui remonte à blablabla, blablabla, et à Andrew Jackson qui a tué une des banques centrales quand ils essayaient de l'implanter à l'époque. Donc, comme vous pouvez voir, là on est en 1934, il y a quelqu'un qui a écrit un livre à propos des grands riches qui ont existé entre 1850 et 1910. Okay? En parlant des barons voleurs, c'est-à-dire que des individus qui profitaient de leur position pour écraser toute forme de concurrence, cumuler du pouvoir, centraliser le pouvoir pour aller au-dessus des États. Et là, on va étudier quelques cas précis, d'accord? Quelques cas concrets. L'homme, on commence avec Cornelius Vanderbilt. L'homme à qui on doit vraiment l'expression les barons voleurs. D'accord? Il est né en 1794, blablabla, il est mort en 1877. Il est un entrepreneur et homme d'affaires américain qui bâtit sa fortune dans la construction maritime et les chemins de fer. Donc lui, il fait partie des premiers. Mais vous allez voir, il y a quelque chose qui change par la suite. Mais écoutez déjà comment il fonctionnait. À son décès, sa fortune est estimée à 105 millions de dollars, alors soit 1,87e du PIB des États-Unis. D'après le blog financier Celebrity Net Worth, il serait le 10e homme le plus riche de tous les temps. Dénoncé par le sénateur James Grimes comme le plus blâmable des profiteurs de guerre, il n'est néanmoins jamais poursuivi. Lui-même rétorqua au sénateur, « La loi? Mais je me moque éperdument de la loi. J'ai le pouvoir, non ?» Vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas encore les craintes, parce qu'en fait, les très, très, très grands riches, c'était un phénomène tout nouveau. Et les gens, ils venaient de découvrir. Ils n'avaient pas encore compris le danger que ça représentait, donc la population n'était pas encore révoltée contre eux. D'accord? C'était pas comme l'aristocratie en France ou la bourgeoisie ou ce genre de choses. Là, c'était vraiment des riches qui ont cumulé de la richesse et ils sont devenus de rien tout. Et c'était un nouveau groupe. Et à l'époque, ils pouvaient exprimer leur arrogance sans problème. Oui, Nico, pardon. Évidemment, surtout que apparemment la radio et la télé, ça n'existait pas.
Du coup, il n'y avait que les journaux écrits et le taux d'analphabétisation pour ceux qui étaient justement exploités, il était énorme. Il était gigantesque. Voilà. Donc du coup, on a parlé Ils des pouvaient pas super méga savoir. riches seulement aux bourgeois en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à ceux qui ont accédé à l'éducation, tout ça. Ouais. Et donc, il est décrit par les journalistes universitaires spécialistes de la criminalité aux États-Unis, Frank Browning et John Gerassi, comme un mégalomane arrogant, secret, furieusement égoïste et superstitieux, toujours entouré d'une cour de voyantes, de spirites et de médiums. Tiens. C'est intéressant, ça. On va passer au deuxième cas, parce que ça, c'est un cas vraiment particulier. Donc, on a vu lui qu'il était dans les chemins de fer, ok? Il y a lui, Edward Henry Harriman. Harriman, dans la religion zoroastrienne, c'est Satan. C'est le nom de Satan. C'est littéralement, il s'appelle Harriman. Ça ne s'écrit pas pareil, mais ça se prononce pareil. Okay? Juste comme ça, petite anecdote. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, blablabla, donc on est en plein milieu du boom économique américain avec la construction de l'industrie et tout ça. Il y avait lui qui commençait à prendre les bases, mais il y a lui qui débarque. Edward Henry Harriman, il avait fait fortune dans le marché de New York où il avait fait des rencontres intéressantes. En raison de fiançailles de sa famille, il a dû quitter l'école à l'âge de 14 ans et se prendre un emploi de garçon de cours sur Wall Street à New York. Son ascension depuis cette humble position a été météorique. Vers l'âge de 22 ans, il était membre de la New York Stock Exchange et à 33 ans, il a axé son objectif sur l'acquisition des lignes de chemin de fer. Donc, d'une certaine manière, il est entré en concurrence avec celui d'avant. Mais si vous regardez les temps, lui, il arrive à la fin de l'autre, en fait. Donc, c'est intéressant parce qu'il a pu faire l'acquisition des lignes de chemin de fer grâce à l'aide de banquiers européens. Importante information. Qui lui avait prêté des sommes astronomiques. Ben oui, c'est comme ça que tu commences un business, tu fais un gros prêt, et après, si ça marche, tu rembourses, etc. Okay? Les banques américaines n'avaient pas encore les épaules pour ce genre de prêt, et donc c'est à cette même époque qu'on voit l'arrivée des banquiers européens aux États-Unis qui voulaient s'installer. D'accord? Mais on va voir par la suite ce qui s'est passé dans cette section-là. Dans ce secteur-là. Son investissement porta ses fruits puisqu'il est devenu un des hommes les plus riches du monde avec une fortune qui dépassait celle de beaucoup de pays du monde. Il est toujours considéré comme un des hommes les plus riches du monde jusqu'à aujourd'hui. Cette richesse lui a donné le pouvoir et l'autorité nécessaires pour éliminer la concurrence et établir un monopole déguisé derrière des coopérations qui avaient des noms différents mais le même propriétaire. Donc on voit déjà le phénomène qui se produit. Il avait compris qu'il fallait se planquer, que tu ne pouvais pas être, on va dire, un baron voleur à visage découvert, quoi. Il fallait se planquer derrière des sociétés écrans et des choses comme ça. L'article, il est là. Hein, c'est, voilà, donc était un riche directeur américain des entreprises ferroviaires Southern Pacific et Union Pacific. Ça, c'était gigantesque. Hein. Ça couvrait tous les États-Unis. Il était à la tête de ça. On va passer maintenant à un autre cas. Celui-là, vous avez certainement vu la photo, mais peut-être le nom ne vous dit rien. Andrew Carnegie. Évidemment, pour poser tous ces rails, il y avait besoin de fer. Un autre homme avait compris l'opportunité qui se présentait à cette époque concernant le fer. Cet homme était Andrew Carnegie. Okay? L'autre aussi, il était dans l'industrie du fer. Hein. Si on se rappelle au début, blablabla. Nos constructions maritimes, chemin de fer, mais il avait aussi le fer parce que forcément il avait besoin de beaucoup de fer pour son industrie. Et donc nous avons lui qui arrive plus ou moins en même période que lui. D'accord? Cet homme qui a profité justement de cette demande de fer, c'était Andrew Carnegie. Il crée par la suite, donc je vous lis un extrait de son Wikipédia, il crée par la suite l'une des plus importantes aciéries américaine à Pittsburgh entre la guerre de sécession et le début du XXe siècle. Le succès de sa société Carnegie Steel Company est essentiellement lié à sa capacité de produire en grande quantité et à bas prix des rails de chemin de fer dont la demande est forte à cette époque. D'accord? Donc on a le lien avec le gars juste au-dessus. En 1901, pour la somme de 480 millions de dollars, à l'époque c'est gigantesque, il vend ses propriétés industrielles à un groupe de financiers mené par JP Morgan.
Gardez bien ce nom en tête, on va revenir dessus. Ce qui constitue à l'époque un record pour une session commerciale. Il est surnommé l'homme le plus riche du monde et devient l'incarnation parfaite du rêve américain. Ok? On a ça? Écoutez bien maintenant. Pour lancer sa première aciérie à Pittsburgh, il a dû emprunter une grosse somme à des banquiers européens. Pour les mêmes raisons que Harriman là. Carnegie était aussi un des hommes les plus riches du monde avec une fortune qui dépassait celle de beaucoup de pays du monde. Cela lui a permis de faire disparaître la concurrence et d'établir un monopole à peine déguisé. Ok? On va y revenir à ces banquiers européens à un moment donné dans l'article ou pas? Oui. Bah justement, ça c'est l'entrée du terrier du lapin. Parce que si tu vas dedans, tu mets les pieds dans quelque chose qui dépasse la compréhension, mais ouais, ça change la perception de la réalité. C'est bien pire que ce qu'on croyait en fait. C'est pire que ce qu'on croyait. John Davison Rockefeller. À l'époque, bon, vous connaissez hein, cette tranche-là, il me fait penser, comment il s'appelle les trucs qu'on met sur les champs pour faire peur aux oiseaux là? L'épouvantail. Ouais, il me fait penser à ça, il n'y a pas de vie. Bref, à l'époque, il y avait de nouvelles sources de pétrole qui étaient découvertes presque tous les jours aux États-Unis. Okay? L'évolution technologique liée au pétrole crée une gigantesque opportunité. Le réseau ferroviaire qui s'améliorait tous les jours réglait le problème du transport. C'est vers cette époque-là qu'on a commencé à utiliser les lampes à huile. Okay? Et cette huile, elle était fabriquée du pétrole, donc ça a fait exploser la demande, etc. John Davison Rockefeller était celui qui allait saisir cette opportunité grâce à l'aide de banquiers européens. Encore eux. Premier milliardaire de l'époque contemporaine, il fait partie du mythe américain des self-made man. Ça, c'est une phrase qu'il faut garder, les amis. Elle viendra peut-être à la toute fin de cette série de documentaires. En fait. Rockefeller décide de procéder par intégration horizontale, en faisant pression sur les raffineries concurrentes pour les racheter. En 1872 a lieu ce qu'on appelle ensuite la conquête de Cleveland. La Standard Oil absorbe 22 de ses 26 concurrents à Cleveland en moins de 2 mois. Il va ensuite à Pittsburgh, Philadelphie, New York, possédant bientôt toutes les principales raffineries. Il avait ce délire de centraliser lui aussi. Et plus il avait du pouvoir, plus il pouvait en faire. Plus il en faisait, plus il en avait. Plus il en avait, plus ça lui donnait du pouvoir. Plus il avait du pouvoir, plus il abusait. Et ainsi de suite. Avec la première étincelle de pouvoir qui lui a été donnée par les fameux banquiers européens. Moi, ça reste quand même ça qui m'interpelle beaucoup. Tous. Ça casse aussi un peu le mythe de self-made man, tout ça. Parce que bon. Aussi, exact. Et ils étaient tous philanthropes. Si vous lisez leurs trucs, ils étaient tous connus pour être des grands philanthropes. Alors, quand les valeurs morales disparaissent, l'argent donne le pouvoir et le pouvoir donne de l'argent. C'est le cycle qu'on voit aujourd'hui aussi. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu le premier milliardaire du monde, en dehors des rois évidemment. Cela lui a donné pouvoir et autorité pour établir le monopole sur l'industrie pétrolière. Maintenant, on arrive à un autre gars. D'accord? Et maintenant, on commence à toucher du doigt. Voilà, on voit les contours de l'entrée du terrier. JP Parenthèse, Morgan. avant que tu commences, la tête du bonhomme, là, c'est la même tête qui est dessinée sur les plateaux de Monopoly, en fait. Tu sais, le moustachu du Monopoly, c'est lui. Les banquiers européens avaient besoin d'un représentant aux États-Unis pour servir d'intermédiaire entre eux et l'industrie américaine qui était en plein développement. Ce rôle a été joué par John Pierpont Morgan, qui a rejoint le trio du pouvoir Harriman, Carnegie et Rockefeller. Parce qu'il y avait des gens qui étaient dans ces industries-là avant, mais quand ceux-là, ils sont venus, ils ont voulu centraliser, en fait. D'accord? Ils ont été aidés par Morgan, entre autres. Alors, description de lui de son Wikipédia. Tout d'abord centré sur les banques, l'empire de Morgan s'est progressivement étendu à de nombreux autres domaines comme l'électricité, l'acier, le chemin de fer et la navigation. Dans ce dernier domaine, il est le fondateur de l'International Mercantile Marine Company, compagnie maritime regroupant nombre de compagnies américaines.
mais également britanniques, notamment la White Star Line. À ce titre, Morgan est de fait le propriétaire du Titanic qui sombre un an avant sa mort. Détail qui pourra jouer un rôle plus tard. D'accord? Gardons ça en tête. Titanic, Morgan. Alors, il faisait aussi partie des gens les plus riches du monde qui avaient des richesses plus importantes que celles de beaucoup d'États à l'époque. Écoutez maintenant quelques liens que j'ai trouvés. Ça, c'est les Échos. D'accord? Je vous ai mis la source. Donc, je prends vraiment des sources officielles et pas complotiste.fr, etc. OK? Fort de la confiance des investisseurs européens, Pierre Pont, investisseur européen, les banquiers européens que je vous parlais tout à l'heure, Pierre Pont va s'enhardir sur un créneau dangereux, le financement de chemins de fer. Harriman. Ça sera la source de sa puissance et le terrain d'expérimentation de la morganisation. Entre 1870 et 1890, les investissements dans ces chemins de fer bondissent de 2,5 milliards à 10 milliards de dollars, près de 2 fois le montant de ce que consomme en capital l'ensemble de l'industrie américaine. OK? Toute sa vie, Morgan n'aura de cesse de pousser au regroupement des compagnies qui se livraient entre elles à de meurtrières luttes tarifaires. Son objectif, c'était la centralisation. L'épisode le plus illustratif de l'immense influence de Pierpont Morgan se situe au moment du crash de 1907. Écoutez bien. En l'absence d'une banque centrale, il va jouer à la demande du pouvoir politique le rôle de prêteur de dernier ressort pour enrayer la panique provoquée par la banqueroute de plusieurs trusts. Écoutez bien. Déjà en 1895, donc déjà 12 ans avant, le président de Cleveland s'en est remis à la maison Morgan, aidé par les Rothschild, pour sauver le système de l'étalon or sur lequel était fondé le financement de la jeune économie américaine. Concrètement, en fait, ce qu'ils ont permis, c'est juste repousser les conséquences d'un marché complètement déréglé pour que quand ce dernier tombe, il tombe une fois pour toutes et que l'étalon or soit détruit d'une manière non récupérable. Ils n'ont rien sauvé du tout. Ils ont repoussé le problème pour que quand les conséquences arrivent, qu'elles soient irrécupérables. C'était leur plan. Et ils bossaient, JP Morgan, avec les Rothschild. Ça, c'est extrait de l'article des Échos, hein, encore une fois. Et écoutez bien comment il fonctionnait, ce bonhomme. Bon, le mot « bonne » devant lui, bon, bref, vous comprenez. En 1907, JPM utilisa la manière forte, enfermer les plus grands financiers du pays dans la magnifique bibliothèque privée qu'il s'était fait construire à côté de sa maison, afin d'y entreposer sa collection unique de vieux livres. Blablabla, blablabla. Il possédait 3 Bibles de Gutenberg sur les 49 en circulation. Après avoir annoncé à tous ces gens-là, théâtralement, qu'ils ne rouvriraient pas les portes tant qu'un accord ne serait pas dégagé, il s'était retiré dans une salle adjacente, rejetant la plupart des propositions qui lui étaient faites. Au petit matin, il leur tendit une feuille où était inscrite la somme qu'ils allaient s'engager à donner et un stylo, assortissant son geste du doigt de ce simple commentaire « Voici l'endroit, voici le stylo ». Donc, c'était un connard. Excusez-moi, c'était une enflure, c'était un pourri. D'accord? C'était un... Voilà. Donc, et c'est les Échos. Mais ça ne s'arrête pas là. Écoutez bien. Le New York Times du 26 octobre 1907 a noté à propos des actions de JP Morgan pendant la panique de 1907. Lors d'une conversation avec le correspondant du New York Times, Lord Nathaniel Rothschild a rendu hommage appuyé à JP Morgan pour ses efforts dans la conjoncture financière actuelle à New York. Il est digne de sa réputation de grand financier et d'homme de prodige. Sa dernière action nous remplit d'admiration et de respect pour lui. C'était la première et la dernière fois que les Rothschild parlaient du bien d'un autre banquier qu'eux-mêmes, historiquement. Et, cadeau, offert par la maison, l'article en question. J'ai été trouvé dans les archives l'article en question. Parce que c'est une chose de le dire, mais c'est une autre de le voir. D'accord? Donc vous avez ici, octobre 26 1907, Lord Rothschild Tribute to Morgan. Et vous avez exactement ce que j'ai traduit qui est là-dedans.
Voilà. Jusqu'à là, ça va? Vous arrivez à suivre? Ouais, jusque-là, Ouais, ça ouais. va. Jusque-là, ça va. Maintenant, accrochez-vous parce qu'on arrive au moment où ça secoue. Ok? Thierry, s'il te plaît. Malgré sa réputation d'homme extrêmement riche et puissant, JP Morgan n'a pas laissé l'une des plus grandes fortunes américaines à sa mort en 1913. Elle a d'abord été estimée à 75 millions de dollars, puis à 50, pour finalement révéler qu'il n'y avait que 19 millions de dollars de titres dans l'ensemble de la succession, dont 7 millions étaient dus aux marchands d'art de Vienne. JP Morgan Jr., donc, qui à l'époque certains l'appelaient Jack, donc JP Morgan Jr. était embarrassé de devoir vendre de nombreux trésors artistiques de son père pour payer les dettes de la succession. La plupart des sommes colossales manipulées par JP Morgan allaient directement au Rothschild. Dis donc. En 1905, le New York Times note dans sa nécrologie que le baron Alphonse de Rothschild possédait quelques 60 millions de dollars en titres américains, bien que les Rothschild, selon la plupart des autorités financières, n'avaient jamais été actifs dans la finance américaine. Alors accrochez-vous parce que ce genre de déclaration, il va en avoir plein. Même si vous allez aujourd'hui dans le site de l'arbre généalogique des Rothschild, vous verrez que ah non, il n'y a pas eu, etc., etc. Sauf que vous allez être surpris de constater que bien sûr qu'il y en a eu. Bien sûr qu'ils ont mis la main dessus, c'est juste qu'ils ont utilisé des avatars. Ouais, t'imagines Un le de ces personnage. avatars, c'était JP Morgan. Voilà, oui. Non, mais je veux dire, c'est ça que je voulais soulever. Qui c'est qui se serait imaginé que un nom comme JP Morgan n'était que l'homme de paille des vrais tenanciers, on va dire, de ce qui se passait économiquement à l'époque aux États-Unis. Et que dire des États-Unis? Du monde, puisque l'Empire britannique, il existait encore avec tout le reste. Avec tout son quelque Commonwealth. chose qui me dit que derrière Carnegie, il y a les mêmes, que derrière Rockefeller, il y a les mêmes, etc. etc. Bah oui, les banquiers européens, le banquier européen, on devrait dire. Et bien justement, les banquiers européens, nous y sommes. Ah. Thierry. Quand JP Morgan est mort, ceux qui cherchaient à l'époque des informations intéressantes étaient surpris de constater que JP Morgan possédait uniquement 17%, donc c'est ce qu'on a parlé juste au-dessus, de ce que les gens 17. pensaient que c'était à lui. Hein? Comme par hasard, 17%. Ouais. Le reste des 83% appartenait aux Rothschild ou à des succursales de Rothschild ou à des gestionnaires qui étaient contrôlés par les Rothschild. D'accord? Alors, nous prenons l'article Wikipédia en anglais pour parler des Rothschild, parce que c'est eux, les banquiers européens. Accrochez-vous, ça va secouer, vous n'êtes pas prêts. Hein? Cet article est bien plus complet. Alors, utilisez un traducteur comme celui-là si vous voulez. On vous a mis le lien DeepL. Voilà. Donc, voici l'article Wikipédia aussi pour que vous sachiez d'où ça vient. Et je crois que c'est quelque part, je ne sais plus, c'est quelque part par là que j'ai pris l'extrait. Alors, dans le volume 49 du Niles Weekly Register, on peut lire, qui était un des plus grands. Attends, on va voir ce que c'est déjà. The Weekly Register était un magazine national publié à Baltimore dans le Maryland par Ezekiah Niles de 1811 à 1848. Magazine le plus largement diffusé à l'époque, le Register était le premier magazine d'information hebdomadaire du pays et a exercé une influence considérable sur le discours national à ses débuts. Ok? C'est pas n'importe qui. Ok? Vous êtes prêts? Accrochez-vous. Les Rothschild sont les merveilles de la banque moderne, 1836. Issus de cette race poétique, antique, mystérieuse, dont nous tirons toute notre religion et la moitié de notre civilisation, nous voyons les descendants de Judas, après une persécution de 2000 ans, regarder au-dessus des rois, s'élever plus haut que les empereurs et tenir tout un continent dans le creux de leurs mains. 1836. Les Rothschild gouvernent un monde chrétien. Pas un cabinet ne bouge sans leurs avis. Ils tendent la main avec la même facilité de Pétersbourg à Vienne, de Vienne à Paris, de Paris à Londres et de Londres à Washington. Le baron Rothschild, chef de la maison, est le véritable roi de Juda, carrément quoi. Le prince de la captivité,
le Messie, si longtemps attendu par ce peuple extraordinaire, il détient les clés de la paix ou de la guerre, de la bénédiction ou de la malédiction. À quoi tout cela va-t-il mener? La ville sainte sera-t-elle reconstruite? Jérusalem, Mhm. il n'y avait pas d'Israël à l'époque. Ok? Le troisième temple va-t-il élever ses tourelles vers le ciel? Le lion de la tribu de Juda, le baron Rothschild, possède plus de force réelle que David, plus de sagesse que Salomon, rien que ça. Que leur importe le littoral stérile de la Palestine? Ils sont les courtiers, les conseillers des rois d'Europe et des chefs républicains d'Amérique. Que peuvent-ils désirer de plus? Nous croyons savoir qu'une belle fille de cette maison est mariée à un Américain et qu'elle a l'intention de faire de New York sa résidence permanente. La beauté de Juda n'a pas disparu et la force de la maison d'Israël ne s'est pas affaiblie. Les amis, ça vient d'un journal américain qui a été repris par le plus grand magazine du monde de l'époque et c'était Connaissance commune. Et rappelez-vous, là, on est à peu près à l'époque de Napoléon. Ok? C'est précision importante. C'est pas comme si les Rothschild, c'était personne avant la guerre de Waterloo et que c'est avec leur manipulation du marché anglais suite à la guerre de Waterloo qu'ils ont réussi à faire leur fortune. Non, 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 ils étaient déjà extrêmement puissants. Comment ils avaient cumulé leur richesse? Bah, ils faisaient partie de ceux qu'on appelait littéralement les barons voleurs. Ils ont commencé à construire leur empire à l'époque des barons voleurs. D'accord? Mais les vrais, les origines, ceux qui étaient en Allemagne à l'époque. Mhm. Donc, nous sommes là en train de contempler l'entrée du terrier du lapin blanc. Parce que j'ai fait des recherches, j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à lire les médias de l'époque. Et de voir, et je me dis, mais comment osent-ils aujourd'hui nous traiter d'antisémites si on parle des Rothschild alors qu'à l'époque, ils étaient appelés littéralement des messies, quoi. C'est pas un article sarcastique là que vous lisez. Hein. C'était un article qui voulait vraiment insister sur l'aspect pouvoir, à la fois financier, à la fois évidemment politique, quand il te dit qu'avec la même facilité, il pouvait contacter tout le monde, mais aussi il te parlait de spiritualité dedans. Donc nous sommes là en train de contempler l'entrée du terrier du lapin blanc. Es-tu certain de vouloir y entrer? Parce qu'une fois dedans, il n'y a plus de retour en arrière. Ce que tu vas apprendre par la suite de cette série de documentaires, c'est que les nazis étaient une interface aussi. D'accord? C'était le problème afin qu'ils puissent apporter la solution. Ceux qui étaient derrière la Deuxième Guerre mondiale n'ont pas perdu la guerre parce que c'était les mêmes. En fait, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 3 camps, pas 2. Il y avait Hitler, il y avait la Russie et il y avait l'Occident. OK? Donc, quand Hitler a perdu la guerre, les Américains, ils ne sont pas venus ici pour sauver le monde des Allemands. Ils sont venus pour faire en sorte que l'Europe ne tombe pas dans les mains des Russes. Parce que la Russie, comme vous allez voir dans la série de ces documentaires-là, c'est la seule superpuissance, parce que bon, elle a toujours été super puissante, la Russie, et elle est restée malgré les différentes variations politiques ou de pouvoir en interne. La Russie est restée loin de ce jeu-là. Parce qu'il y avait 3 camps apparents, mais en réalité, il y en avait 2. Hitler avait été créé pour attaquer la Russie. Et ils se sont dit, on va l'emmener jusqu'à là où on veut l'emmener, et on va essayer de les affaiblir, et une fois qu'on affaiblit, on sacrifie tout ça, et on utilise pour redonner la terre sainte aux Juifs, réaliser la prophétie.
préparer le monde pour la construction du troisième temple. J'ai vraiment beaucoup d'éléments de cette époque-là qui vont dans ce sens-là. Et la manière que le monde voyait les Rothschild à l'époque, rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous allez entendre que Alphonse de Rothschild ou je sais pas quoi, le pauvre, il subissait des attaques antisémites, alors que dans les magasins de l'époque, c'était l'homme le plus puissant du monde. Donc vous m'expliquez un petit peu comment l'homme le plus puissant du monde subissait des attaques antisémites. De qui en fait? Le gars, il était capable de lancer des guerres, de déclencher des guerres, de détruire des États et des économies entières. Et il subissait, excusez-moi, mais c'est prendre des gens pour des cons, ça. Alors, les amis, si vous avez des choses à propos de ce sujet-là à ajouter dans le documentaire, faisons-le. Sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on coupe, on fait le badge, le signe de couper ici, et puis on continue la conversation. D'accord. Voilà. On fait ça alors. Alors, du coup, on passe au sujet suivant, qui est la conversation à propos de ce qu'on vient de découvrir là, parce que franchement, à la base, je suis parti juste pour trouver 2-3 informations sur Rockefeller, Carnegie et l'autre là, Harriman. Et là, je tombe banquier européen. Wow. Doucement, les gars, c'est quoi votre délire? Et c'était qui votre banquier européen?